Bonjour. Alors, une vidéo un petit peu spécifique aujourd'hui parce que je vais la centrer sur l'article 2 de la proposition de loi infirmière et un petit peu la partie spécialité aussi. Et je vais aborder deux sujets qui m'ont été demandés. La partie sur l'éducation nationale et toute la partie éducation supérieure et la santé au travail. Plusieurs points préalables. C'est une vidéo de vulgarisation. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, même si pour une fois je vais lire un petit peu plus les textes et un petit peu plus surtout les débats en séance, qu'on appelle l'intention notamment du législateur. L'autre point, je sais que souvent dans les débats, on parle de oui, mais telle norme européenne, telle société savante. Alors ça, je le balaye d'un revers de main de suite, donc vous pouvez m'engueuler, m'insulter sur le sujet sans souci. En matière de santé, la France, elle a toujours tracé sa propre voie, et c'est une voie d'excellence. Donc, là-dessus, nous ne sommes liés en rien à tout ceci, et tant mieux, parce qu'encore une fois, cultivons notre exception à ce niveau-là, car elle nous a toujours menés vers des sommets, même si certaines choses n'ont pas toujours été bonnes, vous le savez de par mes anciennes vidéos, mais en tout cas, ceci n'a pas d'impact sur ce que va choisir ou pas le législateur qui est libre dans son choix. Ceci étant dit, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, préalable technique. Déjà, la place de la pratique avancée dans le code de la santé publique. Et c'est important. C'est important parce qu'en fait, la place de la pratique avancée, c'est une place dans la partie législative, on parle de loi, quatrième partie, profession de santé, livre 3. Dans le livre 3, on retrouve quoi ? Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puéricultrice, ambulanciers, assistants dentaires, assistants de régulation médicale. Bon. C'est important parce qu'en fait, souvent on a tendance à parler de la pratique avancée que pour parler de la pratique avancée infirmière, mais le premier article de la pratique avancée, qui est l'article L4301-1, dit bien que les auxiliaires médicaux relevant du titre 1er à 7 du présent livre peuvent exercer en pratique avancée. Je ne vais pas vous lire tout l'article, mais ce qui veut dire qu'il y a une possibilité pour d'autres professions que la profession infirmière d'exercer en pratique avancée. Ce sont justement les titres premiers à 7. On retient souvent et on le cite souvent, évidemment, notamment les kinés. Quand je dis notamment, ça veut dire que ce n'est pas limité. Mais notamment, les kinés pourront exercer en pratique avancée. C'est possible, ce chapeau est fait. Derrière, pour préciser tout ça, il y a eu un article en L4301-2, qui est venu au préalable dire les infirmiers relevant du présent livre peuvent exercer en pratique avancée. Donc c'était le coup d'envoi aussi de la pratique avancée est possible. Il a été complété par un 2 très important, qui est l'accès direct notamment, ce qui a permis plus tard l'accès direct et la primo-prescription. Donc, voilà les premières choses importantes. Donc, quand on modifie effectivement l'article L4301-1, on modifie la potentialité de la pratique avancée des autres professions. Ça ne veut pas dire que ça s'appliquera de la même façon, mais c'est une potentialité. Donc ça, c'était le premier préalable important juridique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et que voulait dire l'article 2 au départ de la loi. L'article 2, quand on le justifie, donc vous savez, quand vous prenez le texte de loi, au départ vous avez un peu la justification politique, qu'est-ce que veulent dire les articles. Il est marqué que, je lis et je cite, l'article 2 permet de faire évoluer la pratique avancée en proposant 3 lieux d'exercice supplémentaires au sein des services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire et d'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, c'est toujours ce qui est écrit, cet article offre la possibilité à certains infirmiers spécialisés, les infirmiers anesthésistes, blocs opératoires, puériculteurs, désireux d'évoluer professionnellement, d'exercer en pratique avancée sans modifier leurs conditions de diplomation. Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque spécialité, un décret déterminera la durée minimale d'exercice requise pour chaque spécialité, ainsi que la modalité d'accès à la formation. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que le texte de base, l'article 2 original, il permet de mettre des nouveaux lieux où la pratique avancée peut s'exercer. C'est intéressant. Par contre, effectivement, ça ne donnait pas de facto la possibilité pour les spécialités citées d'exercer en pratique avancée. Et c'est là où on va voir qu'il y a un amendement gouvernemental porté par le ministre Yannick Neuder qui va changer les choses. Mais on y arrive bientôt. Premier point qui me semble important, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le Sénat s'est emparé de l'article 2. On a vraiment l'impression que l'Assemblée nationale
a vraiment traité de l'article 1, le Sénat a traité aussi de l'article 1, mais c'est vraiment approprié cet article 2 pour y mettre sa patte, qui est une patte ancrée sur les territoires. Et un amendement qui est un des amendements les plus importants de cette loi, donc est-ce qu'il restera en CMP ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, moi je l'espère en tout cas pour le bien-être des patients, c'est l'aspect populationnel. Il a été porté par la sénatrice Brigitte Micouleau, qu'on peut vraiment remercier pour cet amendement, et connaissant Madame la sénatrice, très ancrée sur son territoire et très au fait des besoins d'accès aux soins, on sait qu'elle l'a porté avec cette détermination de permettre aux administrés de sa circonscription d'avoir un meilleur accès aux soins, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Alors, cet amendement vise à réformer les domaines d'intervention des IPA en les recentrant potentiellement sur une approche populationnelle. Pourquoi je dis potentiellement? C'est simple, parce que ce qui a été porté, c'est au 7e alinéa, donc c'est une modification de texte, qui peuvent se remplacer par, et en fait ça se terminait, l'article de loi était celui qui allait définir une partie du fonctionnement IPA, et il rajoute une petite phrase sur les mentions qui peuvent être définies selon une approche populationnelle. Ça veut dire que les futures mentions en pratique avancée pourront, ou pas, selon et à la discrétion de l'administration, quand elle va retravailler avec les partenaires les différentes mentions, elles pourront à ce moment-là avoir une approche populationnelle. Ça va changer quoi? Ça va changer des choses, notamment sur la possibilité de reconduite de certains traitements, avec une visée populationnelle. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous avez un IPA en pathologie chronique stabilisée, alors je sais le nom est un peu plus long, mais je m'arrête là, on a tous compris quelle était la mention, en EHPAD, qui aujourd'hui, s'il a un patient âgé, va avoir depuis le dernier arrêté une limitation de la reconduite des traitements uniquement dans sa mention. On pourra demain accroître cette partie de reconduite dans la mention, faite sur, par exemple, population âgée, et y inclure peut-être une partie psy. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. L'avis de la Commission des affaires sociales, c'est Madame la sénatrice Anne-Sophie Romani, qui est rapporteure, qui dit ces termes-là. Nous partageons l'idée défendue par Madame Micouleau. Nous sommes en effet attentifs au risque de surspécialisation des IPA et croyons aux vertus d'une approche populationnelle à large spectre. Que veut dire Madame Romani? On peut la remercier aussi de cette précision générale, c'est de dire qu'il ne faut pas IPA pour tel thème, IPA pour tel thème ou IPA pour tel thème, parce que sinon on va rentrer dans des silos et ça va être compliqué en termes de parcours du patient. Non, on veut une approche populationnelle plus large. Donc, et tout en disant que ça correspond aux aspirations de certains infirmiers. Donc on voit bien la portée de cet amendement par la sénatrice Micouleau et la précision derrière par Anne-Sophie Romani de dire c'est à la fois un besoin pour les prises en charge des patients, c'est à la fois un souhait des infirmiers. C'est une bonne synthèse de ce qu'est cette loi. Besoin des patients, soins des infirmiers. Donc la commission là-dessus met un avis favorable. Le ministre, M. Yannick Neuder, appelle à la sagesse en disant « Je rappelle juste qu'effectivement, ceci pourra modifier la totalité de la pratique avancée. » Et c'est pour ça que c'est intéressant que c'est une possibilité. Parce que demain, s'il y a une nouvelle profession qui est la pratique avancée, elle pourra ou non, selon les besoins de la population, être avec un aspect populationnel. C'est pour ça que le mot « peuvent » est extrêmement important et qu'il est différent de toi, le premier amendement qui avait été présenté en commission des affaires sociales et qui avait été repoussé. Donc cet amendement fut adopté. Rentrons dans le vif du sujet, les IPA, la pratique avancée et les spécialités IBOD, IAD et PUR. C'est une ancienne demande. On avait d'ailleurs eu un rapport IGAS assez précis sur le sujet, qui disait que c'était une nécessité de reconnaissance, d'encadrement, d'évolution de ces professions. La loi RIST 2 avait porté une vision que personnellement, et là je dis bien c'est moi personnellement, je trouvais très pertinente, qui était IPA praticien, IPA spécialiste. Je suis juriste, j'aime bien quand les choses sont bien classées, bien rangées. Pardonnez-moi. Malheureusement, le Sénat, à l'époque, avait repoussé cette rédaction, et le sujet était resté en souffrance plusieurs années. Suite à une grande mobilisation des syndicats, notamment de ces spécialités, on parle aussi beaucoup du syndicat IAD, il faut le reconnaître, le SNIA s'est énormément mobilisé sur le sujet. Monsieur Yannick Neuder, le ministre, a porté un amendement qui est, alors, on rentre dans le très complexe juridique, qui modifie l'article L 4301-2 du
Code de la santé publique, donc celui spécifique aux infirmiers dans la pratique avancée, et il intègre une méthode dérogatoire de pratique avancée. Alors, petit point là-dessus. Qu'est-ce que la dérogation en droit ? Alors, il va y avoir plusieurs écoles. La dérogation veut dire que, ça c'est l'analyse simple, que une certaine façon, je veux dire, le corpus juridique législatif classique ne s'applique pas de la même façon. Donc ça veut dire que les spécialités qui vont être en pratique avancée ne vont pas avoir la même application que les mentions classiques qu'on a citées jusqu'à maintenant. Donc ça va être dérogatoire. Est-ce que dérogatoire veut dire inverse ou veut dire interdise ? Non. Mais souvent, c'est entendu comme ça. C'est-à-dire, ça voudrait dire, parce que c'est dérogatoire à quoi ? L'article L4301-1, qui est donc la totalité de la pratique avancée de base dans cette fameuse partie préliminaire, et dont, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est un peu baroque, l'article 2 de la loi, le début de l'article 2, qui rentre dans cet article 4301-1, et au 1 du présent article. Et là, le débat, c'est le 1 du présent article, on parle de quoi ? En fait, il faut se rendre compte que cet article-là sera mis dans le 4302-1, 2, je veux dire, et donc c'est dérogatoire à la partie spécifique des infirmiers en pratique avancée. Et en plus, on a une triple dérogation. Alors pour les juristes, c'est formidable. Pour la compréhension générale, c'est plus compliqué. Au départ, on a eu à la première phrase du 2, après les mots avancés, sont insérés les mots à l'exception de ceux mentionnés au 3, c'est-à-dire eux. Si on veut simplifier, parce que je pense que je vous ai tous perdus, moi j'adore dérogation, exception, dérogation, c'est vraiment pour nous, c'est du caviar pour les juristes. Mais si on veut dire, c'est qu'en fait, les spécialités qui vont être en pratique avancée sont sur un système totalement dérogatoire aux infirmiers IPA classiques, en pratique avancée classique. Donc on est sur un système dérogatoire. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que ce système dérogatoire fait que tout ce qui s'applique aux IPA dits classiques ne s'applique pas du tout aux spécialités ? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et derrière, qui c'est qu'on interroge ? C'est le ministre porteur de ce sujet, et sa réponse est plutôt claire. Comme je l'ai clairement dit à l'Assemblée, je cite le ministre national et répété ici même, nous ne devons pas opposer infirmiers spécialisés et infirmiers en pratique avancée. Totalement. C'est deux voies différentes, tout aussi pertinentes et tout aussi intéressantes pour l'intérêt du patient. Or, la rédaction de l'article 2 ne permet pas à ce stade de reconnaître suffisamment l'exercice en pratique avancée pour les infirmiers spécialisés. La sénatrice Romani précisera de façon très directe que l'article 2 a mené un consensus contre lui. Et c'est vrai, l'article 2 ne satisfaisait personne au départ. Je reprends avec Yannick Noder. Je veux d'ailleurs rappeler le rôle fondamental de ces derniers dans les structures hospitalières. Je pense évidemment aux infirmiers anesthésistes, aux infirmiers de bloc opératoire ou encore aux infirmiers puériculteurs. Et il fallait que nous trouvions une solution qui permette une juste reconnaissance de ces professions, dont l'activité est essentielle dans les blocs opératoires ou les soins invasifs. On est dans un article reconnaissance, et c'est légitime. Pour avoir été au départ juriste hospitalier en début de ma carrière, je ne peux que confirmer les propos du ministre à quel point ces professions sont vitales pour le fonctionnement d'un hôpital. Le présent amendement ouvre la voie à la reconnaissance pour les infirmiers de spécialité de la possibilité d'exercer en pratique avancée tout en conservant leur spécialité, leur spécificité de leurs conditions d'exercice, leur formation et l'organisation de leur métier. Il permet la définition par décret, donc on renvoie à un aspect réglementaire, d'un cadre d'exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment pour les IAD et les IBOD, dont le niveau de diplôme actuel correspond déjà au niveau exigé. Il permettra également d'intégrer les puériculteurs après la réingénierie de leur formation. Et après, il tient effectivement à rassurer et à veiller qu'il y ait un équilibre entre les différentes professions infirmières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des professions qui gardent leur identité, mais qui vont avoir des compétences à pratique avancée spécifiques suite à la réingénierie pour certains de leurs diplômes, d'autres juste de leur décret de compétences et de mission. Donc on est vraiment sur une vision qui colle au rapport IGAS. Et c'est très bien, ce rapport IGAS était très bien fait, ça fait des années qu'il aurait dû être adapté, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté la pratique avancée avec les mentions classiques et qui s'applique en respect du corpus légal de la pratique avancée, de façon très classique, et vous avez une exception à la règle, d'or ça, en droit des exceptions à la règle. Ces trois spécialités-là
qui sont comprises dans l'exception à la règle, et cette exception qui devra être définie par voie réglementaire. C'est là où l'enjeu de discussion, de négociation entre les syndicats représentatifs de ces professions et le gouvernement va être énorme et va être vraiment important. Normalement, ça doit mener à une évolution à la fois des pratiques, à une évolution de l'appellation potentielle. Alors, je ne dis pas qu'on va revenir à IPA praticien, IPA clinicien, mais on est un peu quand même là-dedans, il faut être clair, et normalement aussi à une évolution de la rémunération. Voilà où on en est de base. Mais tout ça, c'est potentiel, parce qu'aujourd'hui, tout va se jouer au niveau réglementaire. C'est juste qu'ils sont en mode dérogatoire. Et la question sera, est-ce que ce mode dérogatoire, c'est exclusion totale de ce qui se fait en pratique avancée ou pas ? En tout cas, ça ne sera pas effectif de la même façon. Et on voit bien, dès le départ, qu'il y a une différence marquée entre IAD, IBOD et PUER. En tout cas, c'est comme ça que l'a prononcé le ministre. Donc, si on veut être clair, pratique avancée dite classique, avec les mentions qu'on connaît, et qui s'appliquent de façon classique, et pratique avancée de spécialité par dérogation. Et comme on adore faire les choses, non simplement en France, on va parler des potentielles nouvelles spécialités. Et oui, car il y a eu un article premier quater A, nouveau, qui a été adopté, et il a été adopté de façon transpartisane. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une vraie adhésion du Sénat sur ce sujet. C'est la reconnaissance des infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en tant que spécialité infirmière. C'est totalement légitime. Elles ont un rôle crucial dans la prévention et surtout, je tiens à le dire, dans la lutte contre les fake news et la désinformation en santé par les réseaux sociaux. Elles sont le premier rempart face à ça, par rapport justement aux enfants et aux étudiants qui sont abreuvés, malheureusement, vous allez dire c'est le vieux qui parle, oui je suis vieux, abreuvés par beaucoup d'idioties sur TikTok et notamment sur la santé. Je pense que sans elles, on n'arrivera pas à lutter contre cette désinformation, donc leur reconnaissance est légitime. Qu'est-ce que veut dire ce texte ? Donc, les infirmières et les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome, pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7. Pouvant être sanctionné par un diplôme de niveau 7. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement un diplôme de niveau 7, c'est une possibilité. Et avec une autonomie accrue. Ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle est principalement éducatif et préventif et s'inscrit dans la politique générale de l'éducation nationale. Donc, pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre ? En fait, c'est un vrai problème d'organisation de notre code de la santé. On parle beaucoup des spécialités dans la partie réglementaire, mais en fait très peu dans la partie législative. Et c'est très bien cet amendement qui est arrivé pour reconnaître les spécialités en pratique avancée, parce qu'enfin, on les a vraiment de façon identifiée dans la partie législative. Il y avait des articles qui parlaient d'eux, mais là, on l'a identifié. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une vraie définition, c'est le juriste qui parle, de qu'est-ce qu'une spécialité. Bon. Là, nous avons ce point-là. Et je vois fleurir sur les réseaux sociaux, même certains autres corps infirmiers qui disent « mais pourquoi eux, pourquoi pas nous ?» Déjà, j'ai envie de dire merci à tout le travail du SNICS qui a énormément œuvré pour cette reconnaissance. Et j'espère que la CMP va garder ce texte-là. Encore une fois, à un moment où on parle de prévention du suicide chez les jeunes ou autres, on a besoin de ces outils-là. C'est vraiment vital pour leur donner cette autonomie, cet accès aux soins, cette reconnaissance et pour sécuriser cette profession si importante. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'ils ont fait le travail pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir cette évolution-là en spécialité, et c'est totalement légitime au regard de leur haute technicité. Si vraiment on applique juste cette définition-là, il faut que ça soit une forme de pratique infirmière avec des compétences élargies, ce qui est le cas. Elles ont la consultation infirmière depuis un long moment dans une circulaire, même s'il y a eu un petit imbroglio administratif après. Donc une certaine spécificité, des compétences fortes et une façon d'exercer un petit peu différente, elle rentre dans ce cadre. Mais encore une fois, il n'y a pas de cadre juridique large sur ce qui est une spécialité. Donc, effectivement, c'est mis. Et la destinée de cette spécialité, aujourd'hui, semble ne pas se dessiner par la pratique avancée. Et la pratique avancée n'est pas toujours une fin en soi. Il y a d'autres façons d'exercer qu'en pratique avancée. Donc, c'est une autre destinée.
la santé au travail. Alors, on me l'a beaucoup posé, pourquoi on a été oublié, comment. Alors, vous n'avez pas été oublié. Déjà, le point le plus important, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait devenir spécialité, et encore aujourd'hui, par l'aspect réglementaire. Et la santé au travail, elle a été reconnue, et on peut remercier le travail du Collège infirmier français. Elle a été reconnue dans la mission 3, participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé au travail, mais aussi l'ancienne loi de santé au travail qui avait déjà commencé à poser le sujet de la pratique avancée au travail. Donc, encore une fois, la sénatrice Romani, qu'on peut remercier, est venue préciser tout ça, conformément à la position habituelle de la Commission sur les demandes de rapport, parce qu'il y avait une demande de rapport, avis défavorable. Le Sénat n'aime pas trop les rapports, ce qu'on peut entendre, parce que souvent les rapports, ils sont très intéressants, mais quel suivi derrière. Cependant, elle partage la nécessité de faire le point sur les mentions du diplôme IPA et de réfléchir à certaines évolutions, notamment pour s'inscrire davantage dans une démarche populationnelle. C'est dans ce sens qu'elle a donné un avis favorable sur l'amendement numéro 22 de Mme Micolo. Vous savez, l'amendement sur le populationnel. Donc en fait, ce qui veut dire que pour le Sénat, l'amendement de Mme Micolo va aussi demander un retravail sur le champ des mentions. Et je saisis l'occasion de cet amendement, et je vous en remercie, Monsieur Théophile, pour sensibiliser le gouvernement sur l'importance de créer une mention spécifique du diplôme IPA pour les infirmiers de santé au travail. Une telle évolution offrirait à ces infirmiers des perspectives d'évolution professionnelle satisfaisantes. Donc aujourd'hui, Mme Romani, elle souhaite une mention spécifique IPA rentrant dans le cadre, non pas de celle des spécialités, comme on l'a dit, dérogatoire, mais dans le cadre classique. Et rappelons que depuis 2022, la loi rend possible l'exercice en pratique avancée dans les services de prévention et santé au travail, mais derrière, il n'y a pas de mention ad hoc et il n'y a pas l'aspect administratif, ce qui est dommage. Question de Mme Romani, Monsieur le ministre, envisagez-vous de consacrer une mention santé de travail dans le diplôme IPA? Réponse de Monsieur Neuder, Monsieur le ministre de la Santé. Concernant tout d'abord l'amendement du sénateur, bon, voilà, on est toujours sur la sagesse et le fait de ne pas avoir de rapport, ce qui s'entend largement. Concernant la question d'un rapporteur sur la création d'une nouvelle mention dans les diplômes d'IPA, je rappelle que les 5 qualifications actuelles permettent déjà à l'ensemble des IPA d'exercer la santé au travail. Il ne semble donc pas nécessaire de créer une nouvelle qualification spécifique. Donc aujourd'hui, la réponse du ministre était de dire il n'y a pas besoin de pratique avancée avec une mention spécifique travail, parce que les pratiques avancées actuelles le permettent, que ça soit psy par exemple, ou pathologies chroniques qui peuvent exercer. La question qui va se poser, qui se pose pour la santé au travail, c'est est-ce que demain la santé au travail doit réfléchir à avoir un statut de spécialité? C'est possible par l'aspect réglementaire. Est-ce qu'elle doit réfléchir à un moyen pour que les gens qui sont en santé au travail puissent plus facilement accéder aux mentions existantes? C'est aussi une possibilité. La question qui se pose, ça c'est un débat et je le laisserai en commentaire, faut-il aujourd'hui encore être sur une première année tronc commun total, ou une première année avec certaines parties en tronc commun mais pas tout, et une deuxième année un peu de spécialisation de la mention? Je sais que les IPA n'aiment pas qu'on dise comme ça, c'est quand même une spécialisation de la mention. Là aussi, on impute souvent le LMD. Alors moi, je suis une génération un petit peu ancienne, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise de droit. Et en fait, je suis passé pile au moment de la réforme. Donc au lieu de faire un DESS de droit de la santé, je fais un Master 2 de droit de la santé. Mais aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, pour le droit, vous arrivez, votre Master 1 est déjà droit de la santé, votre spécialisation et votre Master 2 est déjà la santé. Le tronc commun, c'est avant. Donc il y a une vraie réflexion de réingénierie globale. Donc je dirais que pour la santé au travail, rien n'est fait, tout est à faire, mais tout est possible. Voilà, c'était une longue vidéo, j'en ai largement conscience. Le sujet était technique et j'aurais pu passer plus de temps encore, mais je ne veux pas totalement vous endormir. Je pensais que c'était important de faire ce point-là. Encore une fois, moi je remercie énormément sénateur Jean Sol et sénateur Romani, les rapporteurs qui ont amené une vraie vision globale de ce qu'est la profession infirmière, et sur cet article 2 aussi, et évidemment les rapporteurs à l'Assemblée d'eux-mêmes. Là, on a vraiment un Sénat qui s'est aussi emparé du sujet avec sa vision territoire. Donc c'est intéressant de voir les deux. À M. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, qui a quand même porté des amendements cruciaux pour la loi. Je rappelle, grâce à lui, on a gardé l'exception de l'exercice illégal à la médecine, qui, sans ça, la loi était vidée de sa substance, et l'amendement de reconnaissance des spécialités, avec enfin, pour une fois, une vraie mention forte de ce qu'est être ses spécialités par rapport à la pratique avancée, à la sénatrice Micolo pour sa vision sur le populationnel, mais aussi à l'ensemble des sénateurs qui ont adopté ces amendements largement, parfois même
l'unanimité. Et une loi adoptée à l'unanimité. Donc, tout est possible. La phase de discussion réglementaire va être évidemment extrêmement importante. Moi, j'espère que tous ces changements vont être gardés en CMP, parce qu'ils amènent enfin une nouvelle vision. Mon seul regret, et ça c'est un regret de juriste, c'est qu'habituellement, dans les lois, on met souvent ce qu'on appelle une ordonnance de toilettage. C'est-à-dire qu'on permet au gouvernement d'agir par ordonnance et de toiletter le code, c'est-à-dire remettre des trucs à tel endroit, clarifier. Et je sais qu'aujourd'hui, le sujet ordonnance, pas ordonnance, c'est un sujet qui, politiquement parlant, est compliqué. Parce que justement, on dit, ah, mais s'il travaille par ordonnance, il est antidémocratique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une ordonnance, elle sert aussi à ça, à clarifier les codes, à clarifier donc le déploiement des réformes, et donc à la fois à faire de l'efficience administrative. Un jour, on parlera de ce qu'est la science administrative, c'est une matière formidablement intéressante. Et derrière, de clarifier les concepts pour tout le monde, et notamment pour les patients. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une ordonnance de toilettage à la fin de cette loi, pour toiletter le code. Voilà, c'était une vidéo assez longue, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. Merci.